Attention. Et voilà. Salut à tous. Aujourd'hui, on est de nouveau sur du Ray Bradbury. Alors, je vous avoue très franchement que celle-ci, je ne l'ai pas choisie parce que j'en ai parcouru une bonne dizaine entre hier et ce matin, que j'ai eu du mal à faire mon choix et que du coup je suis parti sur autre chose dans l'après-midi. J'ai fait autre chose dans l'après-midi et au moment de choisir la nouvelle d'aujourd'hui, eh ben, je me suis dit autant en prendre une pas trop longue. Je ne sais pas exactement combien de temps on va pouvoir faire avec ça. Ce sera normalement moins long que les fois précédentes. Ouais. Et on est parti, mine de rien, allons-y. Red Bradbury, le sourire. À 5 heures du matin, à l'heure où les coqs chantent dans la campagne voisine et où les feux ne sont pas encore allumés, la queue sur la grand place était déjà formée. Des lambeaux de brume s'accrochaient aux pans d'immeubles en ruine, mais, à présent, dans la lumière toute neuve de 7 heures du matin, elle avait tendance à se disperser. Tout au long de la rue, par groupes de 2 ou 3, des gens se rassemblaient pour le grand jour, le jour de l'exposition, le jour de la fête. Le petit garçon était juste derrière 2 hommes qui devisaient à voix haute dans l'air cristallin, et leur voix, par ce froid, paraissait 2 fois plus forte. Il sautillait d'un pied sur l'autre et soufflait sur ses mains rouges en forme de conque. Il leva les yeux sur les 2 hommes vêtus de toile à sac maculé, puis suivit du regard la longue rangée d'hommes et de femmes qui le précédaient. Dis-moi, petit, que fais-tu dehors à cette heure-ci demanda celui qui était juste derrière lui. Je prends mon tour dans la queue. Et pourquoi ne vas-tu pas te dégourdir les jambes en laissant ta place à quelqu'un qui te vouerait une éternelle reconnaissance? Laisse le garçon tranquille, dit l'homme qui était devant lui en se retournant brusquement. C'était histoire de plaisanter. L'homme qui était derrière lui posa sa main sur la tête de l'enfant. L'enfant, d'un mouvement d'épaule, s'en débarrassa. Je trouvais seulement bizarre qu'un enfant de cet âge soit levé si tôt. Ce petit garçon est un grand amateur de tableaux. Mets-toi ça dans la tête, dit le défenseur du petit garçon, un certain Grigsby. Comment t'appelles-tu, petit? Tom. Eh bien, Tom, tu vas cracher tout à l'heure, bien gentiment, hein? Oh oui. Toute la file de gens se mit à rire. Un homme en tête vendait du café chaud dans des tasses ébréchées. Tom leva les yeux et contempla le petit fourneau et le breuvage qui bouillait dans une casserole rouillée. Ce n'était pas du vrai café. C'était fait avec des baies qu'on trouvait dans les basses terres et on vendait ça un penny la tasse pour leur réchauffer les boyaux. Il y avait peu d'amateurs car il se trouvait là peu de gens assez fortunés pour se l'offrir. Tom regardait fixement devant lui le début de la queue, par-delà un mur de pierre soufflé par une bombe. On dit qu'elle sourit, dit le petit garçon. Pour sûr, dit Grigsby. On dit qu'elle est peinte sur une toile. Oui, c'est d'ailleurs ce qui me fait penser qu'il ne s'agit pas de l'original. L'original à ce qu'il me semble, est une peinture sur bois datant d'il y a très longtemps. Oui, on dit qu'elle a 4 siècles. Oh, plus, crois-moi. Personne ne sait en quelle année nous sommes pour pouvoir avancer une date précise. Nous sommes en 2061. Oui, c'est ce qu'on dit, petit, mais ce sont tous des menteurs. Nous pouvons être aussi bien en l'an 3000 qu'en l'an 5000. Pendant un bon bout de temps, nous avons subi de tels bouleversements. On peut dire que nous sommes dans un drôle de pastis. Ils avançaient à tout petits pas, entraînant leurs pieds sur les dalles froides de la rue. Combien de temps encore avant de la voir interrogea Tom timidement. Encore quelques minutes de patience. Ils l'ont entourée d'une corde de velours tendue entre 4 piquets en cuivre. C'est une barrière de pure fantaisie qui est censée empêcher les gens de l'approcher. Tom, mets-toi bien une chose dans la cervelle, pas de pierres. Ils interdisent qu'on lui lance des pierres. Oui, monsieur. Au fur et à mesure que le soleil montait dans les cieux,
Les hommes, du fait de la chaleur croissante, se dépouillaient de leurs haillons et de leurs bonnets crasseux. Pourquoi faisons-nous la queue finit par demander Tom. Pourquoi sommes-nous tous ici pour cracher sur elle? Grigsby ne détourna pas la tête. Il semblait apprécier la hauteur du soleil. Tom, il y a un tas de raisons. Il tâtonna d'un air absent à la recherche d'une poche depuis longtemps disparue, d'une cigarette qui n'existait pas. Tom avait vu ce geste 1 million de fois. Et il poursuivit. C'est une espèce de haine, Tom. Une haine pour tout ce qui se rapporte au passé. Rends-toi compte, Tom. Comment nous sommes-nous mis dans un pétrin pareil, je te le demande. Nos villes sont en ruine, nos routes crevassées par les bombes et impraticables, la moitié de nos champs de blé brille la nuit par suite de leur radioactivité. Tout est dans un bordel inimaginable. Non? Si, monsieur. Eh bien, voilà la raison, Tom. La nature humaine est ainsi faite que nous haïssons tout ce qui a trait à ce qui est démoli et détruit. C'est incroyable, me diras-tu, mais c'est comme cela. En ce cas, il n'y a guère de gens ou de choses que nous ne haïssions, dit Tom. Fort juste, en particulier tous ces sacrés zigotos qui menaient le monde autrefois. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui nous pelons de froid, nous vivons dans des caves, nous n'avons ni de quoi fumer, ni de quoi boire, nous n'avons rien sinon nos fêtes. Tu m'entends, Tom? Nos fêtes. Et Tom se reporta à quelques années en arrière, au temps des premières fêtes. L'année, par exemple, où ils avaient déchiré tous les livres et les avaient brûlés en place publique, et où tout le monde s'était saoulé la gueule. Et la fête de la science, il y a un mois à peine, quand on avait amené la dernière automobile qui restait, tiré une tombola, et celui qui avait le numéro gagnant était autorisé à donner un grand coup de marteau sur la carrosserie. Ah, pour un souvenir, Tom, c'est un souvenir. Il fallait que je frappe sur le pare-brise. Le pare-brise, tu me suis? Bon Dieu, quel bruit merveilleux il a fait en se brisant. Crac! Tom imagina le crépitement du verre qui vole en éclats. Et Bill Henderson. C'était à lui de défoncer le moteur. On peut dire qu'il s'en est drôlement bien tiré. Quel coup d'envoi, Seigneur! Mais le plus beau, poursuivit Grigsby, désormais intarissable, ça a été quand on a mis en miettes l'usine qui s'entêtait à continuer à produire des avions. Ce que ça nous a semblé bon de la faire sauter. Ensuite, nous sommes tombés sur le matériel d'imprimerie et le dépôt de munitions, et nous avons eu la chance de les faire exploser tous les deux du même coup. Tu me suis, Tom? Tom, un peu embarrassé, répondit oui, je crois. Il était midi passé. La puanteur de la ville détruite augmentait du fait de la chaleur. Des êtres asexués rampaient le long des immeubles écroulés. Est-ce que ça reviendra jamais, monsieur? De quoi? Tu veux dire la civilisation? Personne n'en veut plus. Pas moi, en tout cas. Pourtant, tout n'était pas si mal, dit quelqu'un dans la queue. Ne vous cassez pas la tête, cria Grigsby. De toute façon, il n'en est plus question. Oh, fit l'homme dans la queue juste derrière. Il se trouvera bien quelqu'un un jour pour tout rafistoler, qui aura de l'imagination, et souvenez-vous de mes paroles, du cœur. Non, dit Grigsby, mais je vous dis que si, et qui aimera les belles choses, et qui nous restituera une civilisation simplifiée où nous vivrons en paix. La première chose qui arrivera, ce sera la guerre. Peut-être pas cette fois-ci. Enfin, ils parvinrent à la Grand-Place. Un homme à cheval, venant apparemment de fort loin, entra dans la ville. Il tenait un papier à la main. Au milieu de la place, exposé à tous les regards, il y avait l'espace délimité par des cordes. Tom, Grigsby et les autres faisaient des provisions de salive tout en avançant lentement, poussés par ceux qui les suivaient. Fin prêt, ils écarquillaient les yeux. Le cœur de Tom battait à coups précipités dans sa poitrine et la terre lui brûlait la plante des pieds. C'est à nous, Tom. Courons! 4 policiers se tenaient à chaque coin du carré délimité par des cordes. 4 hommes qui portaient au poignet un cordonnet jaune, signe de leur suprématie sur leurs concitoyens. Ils étaient là pour empêcher qu'on lance des pierres. Comme ça, dit Grigsby au dernier moment, chacun a l'impression qu'il a sa chance. À toi, Tom. Tom s'arrêta devant le tableau et le contempla longuement. Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Tom? Crache donc! Mais la bouche du garçon était sèche. Allons, Tom, avance! Mais, dit Tom lentement, elle est belle. Bon bah tiens, je crache pour toi. Grigsby cracha et le jet de salive vola dans la lumière dorée du jour. La jeune femme du tableau souriait à Tom et son sourire était serein, mystérieux.
Tom se détourna pour la regarder encore une fois, le cœur battant, les oreilles bourdonnantes. Elle est belle, répéta-t-il. Avance, je te dis, sinon la police. Soudain, il se fit un grand silence. Il y a encore un instant, il tensait Tom parce qu'il n'avançait pas. À présent, il regardait l'homme à cheval. Comment la nomme-t-on, monsieur s'informa Tom sans se laisser distraire. Le tableau La Joconde, Tom, je pense. Oui, c'est ça, c'est bien la Joconde. Avis cria l'homme du haut de sa monture. Par ordre du gouvernement, aujourd'hui, à midi précis, le portrait exposé sur la grande place sera livré aux mains de la populace, alors présente, pour que chacun puisse participer à la destruction de. Tom n'eut pas le temps de crier. Déjà la foule, avec des hurlements et à coups de poing, se ruait sur le portrait. On entendit comme un déchirement. La police s'enfuit. La foule déchaînée arrachait des lambeaux du portrait comme des oiseaux affamés picorent leur pitance. Tom, sous une poussée plus brutale que les autres, faillit passer à travers la chose brisée. Obnubilé par ceux qui l'entouraient, il étendit la main, saisit un morceau de la toile peinte et tira. Il sentit la toile lâcher, il tomba, il fut piétiné, et les coups de pied l'envoyèrent bouler à l'extérieur de la mêlée. En sang, les vêtements déchirés, il regardait les vieilles femmes mâchonner des morceaux de toile, des hommes en briser le cadre, piétiner l'étoffe en lambeaux et la réduire en tout petits morceaux de la taille d'un confetti. Silencieux, Tom se tenait à l'écart du tourbillon. Il contemplait sa main qui pressait sur sa poitrine le morceau de toile soigneusement dissimulé. « Ohé, Tom !» cria Grigsby. Sans répondre, Tom s'enfuit en sanglotant. Il suivit la route parsemée de trous de bombes, passa à gué une rivière peu profonde et continua sa course à travers champs sans se retourner, son poing fermé, rentré sous sa veste. Au coucher du soleil, il atteignit le petit village et poursuivit son chemin. À 9 heures, il parvint au bâtiment de ferme en ruine. À côté d'eux, dans la moitié du silo demeuré debout et qu'on avait recouverte d'une bâche, il entendit la respiration régulière des fermiers endormis, toute la famille, sa mère, son père et son frère. Il se glissa furtivement sans faire de bruit par la petite ouverture et s'allongea à même le sol, la respiration courte. « C'est toi, Tom » appela sa mère dans l'obscurité. « Oui. Où as-tu encore été traîné » demanda le père. « Prépare-toi à une bonne correction demain matin. » Il reçut un coup de pied. C'était son frère qui avait dû rester pour travailler leur petit bout de terre. « Allez, dors » dit la mère d'une voix ensommeillée. Un autre coup de pied. Tom retrouvait le rythme de sa respiration. Tout était calme à présent. Sa main était crispée sur sa poitrine. Il demeura dans cette position pendant peut-être une demi-heure, les yeux fermés. Puis il sentit quelque chose. Et ce quelque chose était une froide lumière blanche. La lune montait dans le ciel et le petit carré de lumière se déplaçait à l'intérieur du silo à blé et lentement s'approchait de Tom. C'est alors et alors seulement que sa main se détendit. Peu à peu, avec une infinie lenteur, prêtant l'oreille au souffle des dormeurs, Tom allongea le bras. Il hésita, prit une profonde inspiration, puis, cessant de respirer, ouvrit la main et déchiffonna le minuscule fragment de toile peinte. Sous le clair de lune, le monde entier dormait, et dans sa main, il tenait le sourire. Il l'admirait, sous l'éclairage fabuleux de minuit, en ne cessant de se répéter posément, calmement, « C'est le sourire, l'adorable sourire !» 1 heure après, il pouvait encore le voir, bien qu'il l'eût soigneusement replié et enfermé dans sa paume. Il avait les yeux clos, et dans l'obscurité, le sourire était toujours là, réconfortant, gentil. Et il était toujours là, lorsqu'il s'endormit et que le monde reposait, et que la lune poursuivait sa course tout là-haut dans le ciel, en attendant que se lève le soleil. Oh, c'est une très très belle nouvelle, très intéressante, qui s'inscrit dans la lignée des récits un peu futuristes de Bradbury, qui là nous met en scène une espèce de petite société dont on ne sait pas exactement en quelle année elle se trouve, mais il y a eu apparemment des grosses catastrophes et des gros chambardements, et maintenant il y a cette espèce de truc un peu ritualisé comme dans les bouquins de cette époque-là, de ce genre-là, où
Ouais, une société s'est formée autour d'un espèce de rituel de détruire comme ça les reliques de l'ancien monde. C'est vachement beau. C'est vachement beau et du coup, le côté, le gamin qui essaye de sauver un petit bout du tableau de Léonard de Vinci qui tombe en plus sur le sourire, c'est assez, c'est assez beau. Elle est belle celle-là. Elle est très belle. Bon, eh bien écoutez, pour ceux qui arrivent maintenant, c'est trop tard. À demain pour une autre. N'oubliez pas demain minuit, une histoire effrayante pour les noctambules de Facebook. Allez, à plus.